en exagérant un brin, si je veux étouffer la contestation, il faudrait que je trouve une solution. La totale. Une attaque ciblée, par surprise, et qui tétanise l'adversaire. Pierre-Olivier Zappa. Tu as lu, bien sûr, Pierre-Olivier, les résultats financiers de Dollarama. Est-ce que c'est un bon livre? Est-ce que ça se termine bien? C'est un roman qui se termine de façon épique, Richard. En fait, qui est loin d'être terminé. Il y aura d'autres tomes, mais oui, je le réitère, des états financiers. J'en raffole surtout parce que c'est révélateur de la société dans laquelle on vit et de la vitalité de nos entreprises. Et effectivement, ce matin, petit cadeau avant l'ouverture des marchés boursiers, les résultats de Dollarama. Dollarama a vu ses ventes exploser, a vu ses marges de profit monter en flèche, ses volumes de vente également. Richard, si on regarde les chiffres, là, depuis le début de l'année, l'action de Dollarama à la Bourse de Toronto est l'une qui a le mieux performé, en hausse de 37 %. Aïe, aïe. On a vu les ventes augmenter au premier trimestre de 8 %, le volume des transactions de plus de 3 %. Les marges de profit sont passées de 29 % l'an dernier à 32,6 % cette année. Ça va extrêmement bien pour le détaillant québécois. Est-ce que tu Donc, magasines chez Dollarama? la viande dans des cannes en métal, ça Le ça marche pari-pâté. bien. Le pari-pâté, le clic. Mais tu magasines chez Dollarama, Richard, non? Écoute, pour des gogos? des fêtes d'enfants, des gogos, Ouais. des affaires comme ça, des trucs de bureau, des crayons, des choses comme ça. Évidemment que dans le segment de l'alimentation, avec l'inflation qu'on a vue, puis on a vu des reportages là-dessus, Dollarama vend plus d'aliments, vend plus de produits discrétionnaire, tu sais, du savon, de l'eau de Javel. Et puis, Dollarama est en pleine expansion, Richard. En ce moment, il y a autour de 1600 magasins au Canada, Dollarama, et on prévoit que d'ici 2034, il y en aura 2200. Donc, 600 magasins de plus, grosso modo, d'ici 2034. C'est un plan qui est très ambitieux. Et Dollarama, tu vois, si tu avais investi, Richard, tiens, on va faire de l'histoire, là, tu sais. Mettons en 2009. Ça, j'ai ça. Alors, On on remonte dans le parce que temps. tu te dis, là, maudit, j'aurais donc dû en acheter. C'est parce que c'est probablement l'une des sociétés qui a offert le meilleur rendement à ses actionnaires depuis longtemps, au Québec. Mettons, si j'en avais Mettons, acheté. là, tu avais acheté 1000 $. Je vais OK. faire le calcul avec toi. Là. En quelle année? En 2009. 2009. Ouais, un petit 1000. OK. Tu sais, Ben écoute, ouais. tu as mis ton argent de côté, tu t'achètes 1000 $ d'actions. À ce jour, là, aujourd'hui, à la fermeture des marchés, Ça va me faire mal, ça va me c'est faire une mise de mal. fonds, Richard. C'est une mise de fonds. Tu aurais 60 000 $. L'action de Dollarama valait l'équivalent de 3,25 $ en 2009. Aujourd'hui, elle se transige à 192 $. Ce qui a fait dire aujourd'hui dans ma conversation quotidienne avec l'oracle de Dolbeau, valait mieux acheter des actions de Dollarama que des articles chez Dollarama. Et périodiquement, les gens sont sceptiques à l'égard de cette chaîne de magasins. Oui. Quand je dis les gens, je parle des analystes financiers qui ont souvent regardé de haut Dollarama en se disant, bon, écoutez, c'est un détaillant, à un moment donné, les marges vont plafonner. Tu sais, je vais te donner un exemple. À une certaine époque, on ne pouvait pas utiliser de carte de crédit chez Dollarama. C'était seulement payer cash ou débit. Il y a quelques années, Dollarama a dit on va accepter désormais les cartes de crédit. Et là, les analystes financiers ont dit c'est pas une bonne nouvelle, les profits vont baisser, les cotes que prennent les cartes de crédit vont gruger les profits de Dollarama. C'est le contraire qui s'est produit. Il y a plus de consommateurs qui étaient au rendez-vous. À un moment donné, Dollarama a fait passer ses prix de 1 à 2, puis de 2 à 3, puis là, on est rendu à 5 $. Puis à chaque fois, les analystes financiers disent ouf, une augmentation d'1 $ du prix plafond, ça va faire mal aux détaillants et tout ça. Bien, sais-tu quoi, Richard? Chaque fois, l'action se relève, les profits sont en hausse et la croissance est au rendez-vous. On a tellement sous-estimé. On a sous-estimé aussi lorsque Dollarama a acheté Dollar City, qui est une grande chaîne en Amérique latine, en se disant, ouf, on prend une grosse bouchée, est-ce qu'on va être capable d'absorber ça et d'assurer la croissance d'une division de Dollarama en Amérique latine? Les suspicions n'étaient pas fondées. La crainte des analystes financiers ne s'est pas matérialisée et l'action a continué de grimper et la croissance d'entreprise a continué. Et récemment, Dollarama a aussi pris une bouchée en Australie et a acheté un magasin qui s'appelle The Reject Shop, qui est l'équivalent d'un Dollarama en Australie. Et c'est une autre acquisition pour quelques centaines de millions, quelques millions de dollars, et qui va permettre à l'entreprise d'avoir aussi un pied sur le continent de l'Océanie. Je te pose une question. Est-ce qu'il est trop tard pour en acheter? C'est-à-dire que là, évidemment, tout le monde voit ça, ça monte, ça monte, ça monte. Mais là, ça ne peut pas monter plus, là.
Est-ce que ça vaut la peine d'en acheter là ou les belles années étaient derrière? Là? Écoute, c'est toujours la question qu'on se pose. Ben oui, Et ben puis, oui. si j'étais un CPA ou si j'avais les diplômes et les permis pour faire des recommandations sur des titres, je pourrais en faire. Je peux pas en faire, mais ce que je peux te dire, c'est que ce matin, je regardais Bloomberg, la chaîne économique anglophone au Canada, et qu'est-ce que je voyais? Je voyais des analystes qui étaient encore sceptiques, Richard, et qui disaient, vous savez, le titre est surévalué, il est très cher à l'heure actuelle. Mais bon, chaque fois, Dollarama a réussi à pulvériser des records et c'est une croissance qui doit... Est-ce qu'il y a un snobisme derrière ça? Parce que Dollarama, c'est des affaires de pièce. Puis, je me suis questionné, est-ce que c'est un snobisme? Est-ce que Dollarama est québécois? Le siège social est au Québec. C'est l'un de nos véritables fleurons parce que je t'ai donné les chiffres. C'est rare qu'on parle de Dollarama en disant un fleuron québécois. Un fleuron québécois qui a une expansion canadienne, nord-américaine et un peu partout à travers le monde. Donc, oui, je pense qu'il y a eu du snobisme à l'égard de Dollarama. Il faut saluer le management, la direction, qui a toujours gardé le cap. Tu rentres dans un Dollarama, Richard, il n'y a pas de frioriture. C'est des murs gris, un plancher de linoléum ou un plancher des tuiles commerciales, parfois pas très brossé, là, et tu as l'essentiel, puis tu as des prix qui sont imbattables. Et ils réussissent, malgré ces prix-là, à avoir des marges. Je te parlais d'une marge de 32-33 %. C'est à faire rougir bien des détaillants dans le secteur du commerce de détail. Parle-moi de Michael Sabia. Oui, un mot sur Michael Sabia. Est-ce que tu as été étonné, Richard, par son départ? Ben oui. Écoute. J'aimerais ça que quelqu'un finisse son mandat à Hydro-Québec. J'aimerais ça. On dirait que c'est une job de transition. Ben oui. Tu n'as rien à faire, tu vas chez Hydro. J'avais parlé à Michael Sabia il y a quelques mois de son travail chez Hydro. Il trouvait ça exigeant et c'est un travail qui était très sollicitant. Je ne sais pas s'il avait pris la pleine mesure du mandat qui l'attendait lorsqu'il a accepté le mandat, mais dès lundi, dès le début de la semaine, Richard, j'ai vu Michael Sabia être interviewé dans une grande conférence organisée par le Globe and Mail. Et là, je l'ai entendu parler du Canada, je l'ai entendu parler de la taxe carbone, des projets d'investissement, des infrastructures canadiennes. Et dès le début de la semaine, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va faire là? Pourquoi... Parler Canada. Puis je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il se prononce sur, a priori, des enjeux qui ne concernent pas son spectre chez Hydro-Québec? Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'un peu étrange. Je me disais, est-ce que ça laisse présager quelque chose? Et là, de le voir aujourd'hui déménager ses pénates à Ottawa, oui, c'était une surprise, mais en même temps, il y avait des signaux. Et il faut dire qu'il a été le sous-ministre de Chrystia Freeland. Et il est resté très, très proche de Chrystia Freeland, même lorsqu'il était chez Hydro-Québec. Donc, pas très loin de l'appareil fédéral et du Parti libéral. Donc, c'est un déménagement qui apparaît naturel. Est-ce qu'il va y avoir une continuité où chaque fois, c'est quelqu'un arrive avec sa nouvelle vision d'Hydro-Québec? Parce qu'à un moment donné, si on change de vision d'orientation aux 2 ans, là, ça n'a pas de sens. A priori, Sophie Brochu avait quitté parce que sa vision n'était pas en phase avec celle du gouvernement. Ça va prendre effectivement un PDG qui est en phase avec la vision du gouvernement, qui est celle de développer notre énergie et celle de soutenir la thèse d'une pénurie éventuelle d'énergie. Tu sais que c'est une thèse qui est débattue, Richard. Est-ce que réellement le Québec va manquer d'énergie? Si tu parles à d'anciens dirigeants d'Hydro-Québec, ils sont très sceptiques. Mais si tu parles à la direction actuelle, bon, il semble qu'il faille développer énormément parce que les besoins énergétiques vont exploser. Alors, on verra qui sera nommé. Et je termine, Richard, avec un mot parce que je t'entendais précédemment parler de la Switch 2. Oui. J'ai mal au dos, Richard. Pourquoi? J'ai dû vendre un rein. J'ai succombé parce que j'avais fait la promesse à mes enfants. Et il en restait? Il en restait une vendredi. Je suis allé chercher les enfants à l'école. Est-ce que tu as soudoyé quelqu'un pour en avoir une? Pas du tout. Je suis arrivé au magasin. J'ai dit aux enfants, on va aller voir. J'étais persuadé qu'il n'y en aurait pas, donc ça faisait mon affaire. Mais j'avais promis à mes enfants d'en acheter une avant que le prix ne soit rendu public. Et je me suis fait avoir parce que je m'attendais, comme bien des gens, à une console qui avoisinerait les 500 $, comme c'est la tradition. Là, André Sylvain te l'a mentionné. Je peux te le dire, ça m'a coûté 950 $, taxes comprises. La bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir rentabiliser une partie de cet achat
achat-là en vendant la Switch 1, dont la dépréciation n'est pas énorme. Donc, je vais pouvoir un bon prix pour la Switch 1 et les accessoires. Ça va permettre d'amortir le choc. Mais je me suis entretenu avec les vendeurs du magasin spécialisé et je leur ai dit, je suis étonné qu'au lendemain du lancement, il y a encore des unités disponibles. Et là, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, avec le prix actuel, ça refroidit l'ardeur de bien des gens. Mais ce témoignage-là semble contredit par les chiffres, parce qu'on te l'a dit, ce sont des records, des millions d'unités vendues. Il y a plein de papas comme toi qui l'ont promis à leurs enfants. Ben oui, exactement. Alors, mais voilà. je te le dis, en vendant la Switch 1, tout ça, je vais arriver à un prix qui est correct. En terminant, si tu veux t'amuser ce soir, va sur Internet, le débat qu'on a organisé hier. Il y avait toi, il y avait Francis Gosselin, il y avait Philippe Richard Bertrand. Ouais. Va lire les commentaires. Ah oui? Va lire les commentaires. OK. Bas. Tout le monde en prend pour son grade. Non, mais c'est vraiment, c'est te lancer vraiment un pavé dans la mer. Et les électriques là, sont vraiment électriques, puis les autres, c'est les ennemis. Puis ceux qui sont de l'essence, c'est l'essence. Puis ceux qui sont électriques, c'est des tatas. Puis écoute, c'est quelque chose. Ce qui est drôle, c'est que s'il y a des gens de Toronto ou ailleurs qui voient ça, ils vont se demander, mais pourquoi est-ce si viscéral au Québec? C'est une autre spécificité du Québec dans lequel on vit. C'est Maximile qui a dit il faut vraiment aller lire les commentaires. Là, ça swing. On t'écoute à 22h. Merci, Richard. Merci.